Bonjour et bienvenue sur Reportage TV, la chaîne du savoir et de la découverte. Pour cette nouvelle vidéo, je suis sur le seul site classé du département de Seine-Saint-Denis, au parc forestier de la Poudrerie, qui s'étend sur les communes de Sevran, Livry-Gargan, Villepinte et Vaujours. Mais avant de s'étendre sur ces 4 communes, la Poudrerie a été créée sur les communes de Sevran et Livry-Gargan. Ce parc, avec une richesse patrimoniale importante, je vous le ferai visiter en 3 parties. Nous commencerons par découvrir l'histoire du parc, une histoire en 2 parties avec sa création et son activité poudrière, mais aussi sa transformation en un parc ludique. Nous irons découvrir le musée technique des poudres de l'armement avec l'association bénévole Les Amis du Parc qui assure son fonctionnement. Nous poursuivrons ce reportage avec la découverte floristique et faunistique de ce parc et enfin, nous terminerons par son patrimoine mellifère. Vous l'aurez compris, je vais vous emmener à la découverte d'un lieu naturel, culturel, mellifère, mais aussi historique, une visite chargée. Bienvenue sur Reportage TV, la chaîne du savoir et de la découverte. Je vous invite à découvrir l'histoire et l'origine impressionnante du parc de la Poudrerie jusqu'à sa transformation en un parc ludique. Pour cela, je me situe ici devant le musée technique des poudres de l'armement, un musée qui occupe un ancien bâtiment utilisé à l'origine du stockage du salpêtre, un des composants de la poudre noire dont nous reparlerons un peu plus tard dans ce reportage. Le musée a été inauguré en novembre 1982 à la mémoire de ce site si particulier. Avec ses 13 salles et galeries d'exposition, il présente au public de nombreux documents et collections qui expliquent ce qui est encore visible sur le parc de l'ancien site industriel. Il retrace aussi l'activité de la fabrication des poudres pour armes et fusées. Enfin, il met à l'honneur des grandes figures de la poudrerie qui ont fait progresser la science dans ce domaine, comme Henri-Joseph d'Autriche, Eugène Burlot, Paul Vieille, Gustave Monroy et bien d'autres. Le musée est ouvert au public en visite libre et gratuite certains dimanches et reçoit les groupes sur rendez-vous. Pour plus de précisions, je vous invite à vous renseigner sur le site des Amis du Parc qui s'affiche sur votre écran. Quant à moi, je vous propose de vous faire visiter une partie du musée et je vais rejoindre à cette occasion son responsable qui a accepté de participer à ce reportage et que je remercie chaleureusement. Bonjour Monsieur Merlier, merci de me recevoir et de consacrer du temps pour Reportage TV, la chaîne du savoir et de la découverte. Vous êtes bénévole dans l'association Les Amis du Parc, mais surtout responsable du musée technique des poudres de l'armement. Bonjour et bienvenue. Je vous invite à faire la connaissance du musée technique des poudres de l'armement, René Amiable. Le musée est la mémoire de cette ancienne poudrerie nationale de Sevran-Livry dédiée à la fabrication de la poudre à usage civil et militaire. Elle a fonctionné pendant un siècle, de 1873 à 1973. À sa fermeture, René Amiable, ingénieur général de l'armement et directeur du service technique des poudres et explosifs, a souhaité préserver la mémoire de ce site. Il a pu, avec l'accord de la DGA, aménager dans les locaux qui lui ont été attribués, avec l'aide d'anciens personnels du site industriel, les premières salles qui ont pu être ouvertes au public dès novembre 1982. René Amiable, pour cette entreprise, a aussi fondé l'association Les Amis du Parc Forestier de la Poudrerie, afin de réunir les bénévoles qui se sont investis au cours des années pour faire vivre ce musée. Le musée occupe aujourd'hui la totalité du bâtiment d'environ 700 m² et offre 13 salles et 2 galeries d'exposition. C'est une poudrerie particulière à 2 titres. Pour la première fois, la force motrice nécessaire au fonctionnement des machines sera réalisée à partir d'une centrale à vapeur. Elle sera aussi une poudrerie pilote, c'est-à-dire que les avancées technologiques dans le domaine des poudres seront testées et mises au point dans celle-ci. Je vous invite à venir découvrir quelques salles du musée. Très bien, alors on vous suit. À l'entrée du musée, vous trouverez ce panneau qui retrace le siècle d'histoire de la poudrerie de Sevran-Livry, de 1873 à 1973, avec les dates les plus marquantes. La première date, c'est celle du décret de Napoléon III du 27 décembre 1865, qui fixe la construction de la poudrerie impériale pour la fabrication des poudres à usage civil à l'origine, sur une surface qui va faire 22 hectares et demi. Ensuite, les travaux de construction de la poudrerie vont être arrêtés par le conflit de 1870
Celle-ci reprendra sa construction à la fin de ce conflit et commencera son activité en 1873. Ensuite viendra le conflit de 14-18, où là, il y aura la plus forte production de poudre et le nombre d'employés passera à plus de 3000 personnes pour satisfaire les besoins de la guerre. Donc la poudrerie deviendra poudrerie nationale, comme toutes les autres poudreries. Le troisième conflit sera donc la guerre de 40, où la poudrerie sera occupée par les Allemands. Toute la fabrication de poudre va être arrêtée et reprendra seulement à la fin du conflit, bien sûr. Mais avec un régime de croisière au niveau du nombre d'emplois, ensuite aux alentours de 600 personnes. Là, vous êtes dans la salle des maquettes qui explique la conception de la poudrerie qui va se faire en plusieurs étapes. Donc Gustave Mourouard est donc le concepteur de cette poudrerie, la première, sur 22 hectares et demi. Usine qui va être en demi-cercle, c'est ce qu'on appelle l'usine en éventail. Toujours des petits ateliers pour ne pas mélanger les actions de travail si l'un d'eux venait à exploser. T'as vu Thierry, c'est plus grand que moi. Tu sais ça sert à quoi ces buttes de terre? Bien sûr que je sais, en fait la petite colline que tu as derrière toi c'est une butte de terre qu'on appelle un merlon. On en trouve plusieurs dans le parc et ça servait pendant l'activité poudrière du parc d'isoler les ateliers de fabrication de poudre entre eux. Comme ça s'il y en avait un qui explosait, les dégâts étaient limités à cet atelier. Et ça permettait donc de minimiser les dégâts. Et distante de la force motrice à vapeur qui distribuera son énergie mécanique à l'aide de câbles aux différents ateliers. Donc cette première usine en éventail va devenir assez vite insuffisante. L'acquisition des terrains sur l'Est permettra de faire une deuxième usine de fabrication avec une deuxième centrale vapeur. Cette deuxième usine linéaire prend en action progressivement à partir de 1875 avec son Boris, qui est donc la deuxième centrale vapeur. Ce qui subsiste sur place, que vous pourrez voir, ce sont les axes de transmission, qui sont comme sur la photo ici, qui permettaient de supporter les câbles entre les deux ateliers, puisque sinon les câbles flottaient, si vous voulez, par la distance, et donc il fallait un support intermédiaire. Et il reste un des ateliers de fabrication, enfin donc la partie forte, c'était toujours le principe de construction des ateliers, une partie forte où les ouvriers se mettaient à l'abri quand les machines tournaient, et une partie légère derrière, en bois et en verre, de manière que si un atelier venait à exploser, on limitait les dégâts. Donc la poudre noire, c'est la poudre connue depuis des Chinois depuis des milliers d'années. Et c'est donc la première poudre qui va être fabriquée ici à l'usine de Sevran. Et pour la fabriquer, il faut 3 composants essentiels, du charbon de bois, du soufre et du salpêtre, que l'on va associer de manière bien définie, de façon à ne pas avoir de mauvaises surprises, c'est-à-dire des explosions ou les mises à feu. Donc pour ce faire, on va procéder dans cette manipulation dans des ateliers et en ayant la sécurité maximum, c'est-à-dire que les ateliers seront pavés en bois. Les ouvriers auront une tenue particulière qu'on appelle du lasting, qui a la propriété de ne pas s'enflammer, mais éventuellement de se consumer, et des sabots en bois aux pieds. Donc pour éviter toute possibilité d'étincelle sur le sol, au cours des manipulations. Donc on associe ces 3 composants de manière binaire d'une part, et en dernier lieu, c'est le charbon de bois, salpêtre, soufre, on les associe. Procédé qui s'appelle la trituration, qui est fait à partir de ces meules où on en fait des galettes. Alors c'est un modèle de laboratoire, sinon effectivement les modèles de fabrication sont comme ceux représentés sur cette gravure-là. Donc avec des meules beaucoup plus grosses. Et donc c'est la dernière étape de mélange des poudres qui vont être ensuite traitées à nouveau pour en faire des grains dans d'autres tonnes, dans des tonnes qu'on appelle des tonnes lissoirs,
qui vont permettre de faire des sélections de grosseur de grains. Voilà, donc ce sont les machines ici, sur les gravures qui sont au mur, qui permettaient de fabriquer cette poudre noire. Et donc là, au niveau sécurité, évidemment, les ouvriers qui rentraient dans l'usine étaient priés de laisser leur nécessaire de fumeur à l'entrée. Il n'était pas question qu'un ouvrier rentre avec des allumettes ou avec autre chose qui aurait été susceptible de mettre le feu aux poudres. Et puisque la poudre reste une part importante de l'histoire du parc, intéressons-nous plus précisément aux étapes de la fabrication de la première poudre produite ici sur le parc de la Poudrerie. La poudre noire, ou autrement dit poudre N, est composée de 3 principaux composants, du charbon de bois, du salpêtre et du soufre. Ces 3 composants sont dans un premier temps broyés et pesés individuellement avant de constituer 2 mélanges à part, avec un premier mélange charbon de bois salpêtre qui va être broyé et pesé à nouveau, et un deuxième mélange avec salpêtre et soufre qui va être aussi broyé et pesé à nouveau. Ces 2 mélanges vont être ensuite réunis dans une tonne ternaire pour être encore à nouveau mélangés, et ensuite on va pouvoir fabriquer 2 types de poudre. La poudre la plus courante reste la poudre anguleuse, mais il existe aussi une deuxième poudre moins courante mais fabriquée tout de même qu'on appelle la poudre ronde. Ici, on est dans la salle de la poudre B. La poudre B, elle va succéder à la poudre noire, qui avait un très gros inconvénient. C'est que quand on faisait un tir, on voyait où était le tireur parce que ça faisait un gros nuage noir. Donc, on a cherché à faire une poudre qui ne laisse pas de traces. Et c'est Paul Vieille qui, en 1884, a mis cette poudre au point. C'est la poudre à base de nitrocellulose. Donc, elle a le gros avantage d'être plus performante, plus puissante, de ne pas laisser de traces et d'être moins dangereuse à fabriquer. Donc on n'est plus du tout dans l'ère du mélange d'ingrédients. C'est à partir de la cellulose qui est contenue dans le coton qu'on a fait avec des acides, qu'on en fait de la nitrocellulose. Et Paul Vieille a mis au point cette poudre au niveau fabrication. On en fait une sorte de pâte qu'on va après extruder dans des filières ou en faire des bandes. Et c'est en 85-86 qu'elle va être produite et remplacera, pour ainsi dire, pratiquement la poudre noire, surtout les usages militaires en tout cas. Quand on parle de poudre, on s'imagine effectivement les granules très fins, mais on s'aperçoit qu'il en existe de différentes tailles, comme on peut voir ici dans les inclusions. Des toutes petites poudres et des poudres beaucoup plus grosses, en passant des tailles intermédiaires, tout dépend de l'arme à laquelle la poudre était destinée, si c'est un pistolet, un fusil, un canon, etc. Donc cette poudre B va ouvrir une ère nouvelle, c'est une poudre chimique donc, et va ouvrir une ère nouvelle, et les poudres qui vont suivre, on va les appeler propergol, parce qu'en fait, la poudre servait jusqu'à maintenant à envoyer un projectile, et les propergols servent de moteur à l'engin lui-même. C'est ce qu'on appelle les moteurs à poudre qui vont équiper les roquettes et jusqu'aux fusées type Ariane actuellement où les boosters sont des moteurs à poudre solide qui permettent d'envoyer la fusée dans l'espace. Donc ici vous êtes dans la partie fabrication poudre de chasse. La poudre de chasse elle est dérivée de la poudre B de Paul Vieille et donc on l'appelle poudre T, il existe plusieurs variantes. Et là, vous avez une vitrine qui montre le matériel que les chasseurs utilisaient pour confectionner leurs cartouches à partir de la poudre qu'on leur livrait en bidon. La poudrerie a fabriqué pendant une dizaine d'années des cartouches complètes également dans les bâtiments que l'on peut voir sur le parc. Si vous voyez ce bâtiment-là sur le parc, c'était donc à l'origine la cartoucherie. Et la photo avant reconversion du site en parc, on voit la cartoucherie, le devant de la cartoucherie, un étage supplémentaire et deux parties fortes sur les côtés. La fabrication de cartouches a été abandonnée suite à la pression du syndicat des fabricants de cartouches civils qui voyaient d'un mauvais œil la concurrence faite par la poudrerie au niveau des cartouches. Vous avez ici une roue témoin de la distribution de la force motrice depuis la centrale vapeur. Et si vous regardez bien, vous pouvez vous apercevoir que cette roue a 2 gorges. Et elle retransmettait le mouvement mécanique à un autre bâtiment. Et on va voir justement au pignon de l'autre bâtiment
un témoin encore en place de cette force assez triste. Le bâtiment qui était une ancienne tonnellerie, fabriquait des tonneaux en bois, un témoin de la force motrice réceptrice sur cette roue qui est encore au pignon du bâtiment. Alors sur cette roue, il n'y a qu'une gorge parce qu'elle retransmet peut-être pas le mouvement à un autre bâtiment. Et vous verrez sur une autre roue qui est couchée là-bas au début du musée que cette roue-là a deux gorges parce qu'elle était sur un bâtiment qui retransmettait la force motrice à un autre. Alors ce bâtiment de tonnellerie va avoir une deuxième vie dans les années 63. Elle va recevoir le premier ordinateur Honeywell Bull Gamma 30. C'est pour ça que ce bâtiment porte le nom souvent de Gamma maintenant. Pour conclure le tour d'horizon de ce musée, je vous propose de découvrir en quelques images des anciennes machines d'origine qui sont exposées dans ce local derrière moi, mais qui n'est pas ouvert au public car il n'est pas agencé pour. Vous apercevez ici une partie des meules d'origine permettant de former des galettes de poudre comme nous en avons parlé précédemment. A savoir que la partie blanche en bas n'est pas d'origine, c'est un socle car ce local était prévu d'ouvrir au public mais sa rénovation n'a pas abouti. C'est littéralement impossible de vous faire visiter ce parc sans vous parler des rails que l'on peut encore voir aujourd'hui. Nous en reparlerons un peu plus tard, mais vous observez un wagon permettant de transporter du matériel entre les ateliers qui était éloigné pour des raisons de sécurité. Matériel inévitable dans la fabrication des poudres et dont nous avons déjà parlé, vous observez ici les meules permettant le mélange des trois composants de la poudre noire, charbon de bois, soufre et salpêtre, un procédé appelé la trituration. C'est sur cet objet que se termine la visite de ce local qui n'est pas ouvert au public, à savoir qu'à la demande de Christian Merlier pour des raisons de sécurité qui ne seront pas davantage développées, certains objets n'ont pas été filmés, mais vous pouvez venir les observer au musée. J'en profite pour remercier Christian Merlier de m'avoir ouvert les portes de ce local lors du tournage de ce reportage. Ce bref tour d'horizon vous donne un aperçu de la pleurerie industrielle et l'utilisation de la poudre. Nous vous invitons à venir au musée pour en connaître davantage. Venir au musée, son entrée se situe à l'intérieur du parc de la pleurerie, plus proche de la porte ouest. Consultez le site de l'association pour connaître les jours d'ouverture et avoir toutes les informations de l'association. Si vous avez le souhait de partager du temps pour participer activement à la vie de l'association, n'hésitez pas à nous le faire savoir, téléphone, email ou aussi lors de manifestations sur le parc. Merci Monsieur Merlier pour ce tour d'horizon. Vous l'aurez compris, si le parc, le musée et ce que nous vous avons raconté jusqu'à présent vous intéresse, nous vous invitons à en savoir plus en venant vous balader ici, dans le parc de la Poudrerie et visiter le musée qui est gratuit. Monsieur Merlier, vous nous avez dit tout à l'heure vouloir passer un message pour conclure votre intervention. Qu'est-ce que vous voulez dire à ceux qui nous regardent? Je conclurai ce reportage à la visite du musée par un message d'alerte. Le musée existe depuis 40 années. L'investissement de tous les bénévoles qui l'ont enrichi par l'aménagement des salles au fil du temps doit être préservé pour que la connaissance de cette poudrerie de la fabrication des poudres puisse être transmise aux futures générations. L'espace alloué à l'origine par la DGA, Direction Générale de l'Armement, à l'ingénieur général de l'armement René Amiable doit être préservé pour que ce musée puisse continuer à exister. La crainte aujourd'hui est que le service de l'immobilier de l'État cède les terrains du ministère des Armées dont la DGA bénéficiait et sur lesquels se trouve le musée et ses annexes. C'est un projet d'actualité qui, s'il se réalise, risque de signifier la fin du musée. Nous ne pouvons accepter cette issue. La mobilisation de tous sera indispensable pour que ce musée ne disparaisse pas. Merci pour votre message d'alerte qui, je l'espère, sera entendu pour préserver une partie de notre patrimoine historique. Merci à vous, Christian Merlier, d'avoir participé activement aux coulisses et sur le tournage à ce reportage. Merci également à toute votre association qui a également permis la réalisation de ce reportage. Quant à vous qui nous suivez toujours, on se retrouve très prochainement pour découvrir la deuxième partie de ce reportage. Voilà, on arrive au terme de cette première partie, j'espère qu'elle vous a plu, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Restez bien connectés sur Reportage TV puisqu'on se retrouve très prochainement pour la deuxième partie de ce reportage avec d'autres découvertes toujours passionnantes qui vous attendent. Si vous avez aimé cette première partie, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et activer les notifications. N'hésitez pas non plus à commenter et partager ce reportage sans modération. C'est ainsi que vous me permettez de continuer de promouvoir le patrimoine et la culture française. Nous on se retrouve très bientôt sur Reportage TV pour de nouveaux reportages toujours plus captivants et passionnants. A très vite, ciao!